Le 15 décembre 2025, Trump lâchait une bombe sur les réseaux sociaux. En lettres majuscules, comme à son habitude, le président américain annonçait un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. Une escalade spectaculaire qui place désormais le régime de Nicolás Maduro dans la même catégorie qu'Al-Qaïda. Organisation terroriste étrangère, voilà l'étiquette que Washington colle maintenant sur Caracas. Mais moins de 24 heures plus tard, la riposte vénézuélienne allait stupéfier les analystes militaires. Dans la nuit du 17 décembre, 3 navires quittaient les eaux territoriales vénézuéliennes sous l'escorte directe de bâtiments de guerre. Des frégates armées de missiles anti-navires accompagnaient désormais les pétroliers, transformant ce qui était un différend commercial en une confrontation militaire potentielle. Le New York Times rapportait que ces navires, partis du port de José à l'est de Caracas, transportèrent de l'urée et du coke de pétrole vers l'Asie. Cette décision de Maduro marque un tournant dangereux. Même si les 3 navires escortés cette nuit-là n'étaient pas officiellement sur la liste des sanctions américaines, leur protection militaire change radicalement la donne. Désormais, toute tentative américaine d'arraisonnement pourrait entraîner un affrontement direct entre les forces navales américaines et vénézuéliennes. Une ligne rouge vient d'être franchie dans les Caraïbes. Revenons en arrière. Depuis septembre 2025, les États-Unis ont déployé un dispositif militaire massif dans la région. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus grand du monde, croise dans les eaux Caraïbes. Plusieurs destroyers de classe Harley Burke patrouillent au large du Venezuela. Des forces spéciales ont été déployées à Porto Rico et en République dominicaine. Au total, près de 10 000 militaires américains sont positionnés dans la zone. Officiellement, Washington justifie cette présence par la lutte contre le narcotrafic. Dans les faits, l'administration Trump a déjà mené plus de 20 frappes contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue. Le bilan est lourd, au moins 105 personnes tuées sans jugement selon les chiffres américains eux-mêmes. L'ONU qualifie ces opérations d'exécution extrajudiciaire. Le 10 décembre, l'escalade franchit un nouveau palier. Des forces spéciales américaines, lancées par hélicoptère depuis le porte-avions Gerald R. Ford, arraisonnent en pleine mer internationale le pétrolier Skipper. À son bord, 1,9 million de barils de pétrole vénézuélien. Le navire est redirigé vers Houston sous escorte militaire américaine. Maduro hurle à la piraterie maritime. Washington rétorque qu'il s'agit d'un navire fantôme violant les sanctions. Le 20 décembre, les gardes-côtes américains récidivaient. Un deuxième pétrolier, le Centuries, battant pavillon panaméen, était saisi au large du Venezuela. Puis un troisième navire, le Bella 1, lié selon Washington à l'Iran et au Hezbollah, était poursuivi sans être capturé. En quelques jours, le blocus naval annoncé par Trump devenait réalité. Face à cette pression militaire sans précédent, Nicolás Maduro ne reste pas les bras croisés. Sa décision de déployer la marine vénézuélienne pour escorter les pétroliers constitue une contre-offensive audacieuse. Selon les sources citées par le New York Times, les navires de guerre vénézuéliens escortant les tankers étaient équipés de missiles anti-navires. Cette stratégie place Washington dans une position délicate. Si les États-Unis tentent de saisir un nouveau pétrolier escorté par la marine vénézuélienne, ils devront soit faire demi-tour, ce qui minerait la crédibilité du blocus, soit ouvrir le feu, ce qui déclencherait un conflit armé. Comme l'a souligné Eric Sperling, directeur exécutif de Just Foreign Policy, les États-Unis seraient contraints de mener une action militaire offensive contre les forces vénézuéliennes pour faire respecter le blocus, une violation flagrante de la loi sur les pouvoirs de guerre et de la Constitution américaine. Et la stratégie semble fonctionner. Le 19 décembre, le site spécialisé Tanker Trackers repérait un supertanker sur liste noire américaine, le Hyperion, qui était parvenu à gagner le Venezuela malgré les déclarations de Trump. Le navire a été localisé près de la raffinerie de la baie d'Amuez, l'un des plus grands centres de raffinage d'Amérique latine, avec une capacité de 950 000 barils par jour. Comment a-t-il réussi cet exploit? Plusieurs hypothèses circulent. Certains experts suggèrent que le navire a éteint son système d'identification automatique pour échapper à la surveillance. D'autres pensent qu'il a bénéficié d'une escorte vénézuélienne. Ce qui est certain, c'est que l'encerclement naval américain présente des failles. Mais la véritable surprise vient de Moscou. Le 22 décembre, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères,
Evangile, révélait avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Le message était clair. La Russie réaffirme son plein soutien au Venezuela face aux hostilités américaines. Lavrov n'y est pas allé par 4 chemins. Il a qualifié les actions américaines de comportements de cow-boys et d'actes d'agression flagrants. Le représentant permanent de la Russie à l'ONU, Vasily Nebenzia, a été encore plus direct lors de la réunion du Conseil de sécurité du 23 décembre. Le blocus illégal de la côte vénézuélienne par les États-Unis est un véritable acte d'agression, a-t-il martelé. Mais le soutien russe ne se limite pas aux déclarations diplomatiques. Fin octobre 2025, un avion de transport militaire russe Ilyushin 76, lié à l'ancienne compagnie Wagner, atterrissait à Caracas après un long voyage via l'Afrique pour éviter l'espace aérien occidental. À son bord, des systèmes de défense aérienne Panzir S-1 et Buk M2E. Ces équipements ne sont pas anodins. Le Panzir S-1 est un système mobile anti-aérien à courte portée combinant missiles et canons de 30 mm, capable d'intercepter drones, missiles de croisière et avions à basse altitude dans un rayon de 20 km. Le Buk M2E, lui, offre une couverture à moyenne portée avec une portée d'engagement d'environ 45 km et une altitude de 25 km. Un député russe, Alexei Djouravlev, premier vice-président du comité de la Douma d'État pour la défense, a confirmé ces livraisons début novembre. Il a même ajouté que la Russie avait le droit de fournir n'importe quelle arme à son partenaire, y compris des missiles de croisière calibre ou des missiles balistiques à moyenne portée Oreshnik. Plus révélateur encore, selon le site spécialisé The Defense News, plus de 120 conseillers militaires russes auraient été déployés au Venezuela pour former le personnel local à l'utilisation de ces systèmes complexes. Le Venezuela possède déjà des batteries de missiles S-300VM longue portée, également fournies par la Russie. L'ajout des Panzir et des Buk crée désormais une défense anti-aérienne en couches multiples autour de Caracas et des installations stratégiques. Le Venezuela se transforme en véritable poudrière. Le 22 octobre dernier, Maduro avait averti que son pays disposait de plus de 5000 systèmes de missiles solaires portables Igla-S de fabrication russe déployés dans des positions clés de défense anti-aérienne. Une menace directe contre toute opération aérienne américaine. Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a déclaré que l'armée vénézuélienne n'était pas intimidée par les menaces arrogantes du président américain. Caracas a même organisé des exercices militaires, baptisés Caribe Soberano 200, sur l'île de la Horchila, visant à renforcer les capacités défensives face au déploiement menaçant et vulgaire de navires américains dans les Caraïbes. De son côté, Trump a porté la récompense pour l'arrestation de Maduro à 50 millions de dollars. Le président américain a même déclaré vendredi dernier qu'il serait sage pour Maduro de partir. Selon le Miami Herald, un appel téléphonique aurait eu lieu en novembre entre Trump et Maduro, au cours duquel le président américain aurait offert un passage sûr à Maduro et sa famille. Mais les discussions se seraient enlisées, Maduro exigeant une amnistie mondiale pour tous ses crimes et voulant conserver le contrôle de l'armée vénézuélienne. Derrière la rhétorique sur le narcotrafic, les véritables enjeux sont économiques. Le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde. Trump l'a d'ailleurs admis sans détour, affirmant que cette pression ne fera que s'intensifier jusqu'au moment où ils rendront aux États-Unis tout le pétrole, les terres et les autres biens qu'ils nous ont volés. Une référence à la nationalisation de l'industrie pétrolière vénézuélienne dans les années 1970. Washington a d'ailleurs déjà mis la main sur un morceau du gâteau. En septembre 2025, un tribunal fédéral du Delaware autorisait la vente aux enchères de Citgo Petroleum Corporation, la filiale américaine de PDVSA, la compagnie pétrolière publique vénézuélienne. Cette entreprise, valorisée à plusieurs milliards de dollars et possédant 3 grandes raffineries américaines, est littéralement spoliée. Caracas qualifie cette opération de vente forcée à prix bradé. Mais le blocus américain a des limites. La Chine est devenue le principal acheteur de brut vénézuélien. En décembre 2025, les expéditions vers la Chine atteignent plus de 600 000 barils par jour, soit environ 4% des importations chinoises. Pékin achète ce pétrole à prix réduit, tout en affaiblissant l'influence américaine en Amérique latine. Pour Caracas, c'est une bouée de sauvetage vitale.
L'Inde et la Turquie continuent également d'acheter du pétrole vénézuélien malgré les sanctions. Une véritable flotte fantôme s'est développée. Des navires qui éteignent leurs transpondeurs, changent de pavillon, utilisent des propriétaires écrans. Selon Tanker Trackers, environ 40% des pétroliers ayant transporté du brut vénézuélien sont sous sanctions américaines. Mais plus de 70 navires continuent d'opérer dans les eaux vénézuéliennes. À l'ONU, le Venezuela a saisi le Conseil de sécurité. Dans une lettre rendue publique le 23 décembre, Maduro avertissait que la piraterie d'État des États-Unis constitue une menace directe pour l'ordre juridique international et la sécurité mondiale. Si l'on tolère l'usage unilatéral de la force, l'exécution de civils, la piraterie et le pillage des ressources d'un État souverain, écrit-il, le monde se dirige vers un scénario de confrontation globale aux proportions imprévisibles. La Chine a rejoint le cœur des protestations. Pékin a condamné ce qu'elle qualifie de chantage unilatéral et exprimé son opposition à toute action menaçant la souveraineté vénézuélienne. L'Iran a qualifié les saisies de pétroliers de piraterie d'État. Même au sein des États-Unis, des voix s'élèvent. Le représentant démocrate du Texas, Joaquin Castro, a déclaré qu'un blocus naval est incontestablement un acte de guerre. Une guerre que le Congrès n'a jamais autorisée et que le peuple américain ne souhaite pas. Une résolution bipartisane a été soumise au vote à la Chambre des représentants pour enjoindre Trump de mettre fin aux hostilités. Pour les experts en droit international, la position américaine est intenable. Le professeur Vladislav Lanovoy de l'Université Laval est catégorique. C'est un cas d'école d'illégalité. Les États-Unis ne peuvent imposer une exécution forcée de leurs sanctions dans des espaces qui ne relèvent aucunement de leur souveraineté. C'est un exercice de force illégale d'un État contre un autre État souverain. Aujourd'hui, la situation reste explosive. Les navires de guerre américains et vénézuéliens se font face dans les Caraïbes. Chaque nouvelle escorte de pétroliers augmente le risque d'incident. Un malentendu, une manœuvre trop agressive, un ordre mal interprété, et l'étincelle pourrait embraser la région. La présence de systèmes anti-aériens russes complique encore l'équation. Si Washington envisageait une opération militaire contre Caracas, les forces américaines devraient désormais faire face à une défense aérienne multicouche sophistiquée. Les pans de cire protègent contre les drones et missiles de croisière. Les boucs menacent les avions tactiques et hélicoptères. Les S-300VM peuvent atteindre les appareils de haute altitude. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a tenté de minimiser la menace russe. Selon lui, Moscou a suffisamment de problèmes avec l'Ukraine pour s'impliquer davantage au Venezuela. Mais les faits contredisent cette évaluation. Les livraisons d'armes russes sont réelles. Les conseillers militaires sont sur place. Le soutien diplomatique est total. Pour Nicolás Maduro, le pari est risqué mais calculé. En déployant sa marine pour escorter les pétroliers, il teste la détermination américaine. Il parie que Washington hésitera à déclencher un conflit ouvert qui pourrait enliser les États-Unis dans une nouvelle guerre. Il compte sur le soutien de la Russie, de la Chine et de l'Iran pour maintenir ses exportations pétrolières. Pour Donald Trump, reculer maintenant serait perçu comme une faiblesse. Mais persister dans cette voie pourrait entraîner les États-Unis dans un bourbier militaire à quelques kilomètres de leur côte. Une invasion du Venezuela exigerait des dizaines de milliers de soldats. Les pertes américaines seraient inévitables. Et le chaos qui suivrait la chute de Maduro pourrait être pire que la situation actuelle. Dans les capitales du monde, on observe avec inquiétude cette escalade. Car ce qui se joue dans les Caraïbes dépasse la seule confrontation entre Washington et Caracas. C'est un test grandeur nature de l'ordre international. Si les États-Unis peuvent imposer un blocus naval contre un pays souverain sans mandat de l'ONU, quel précédent cela crée-t-il? Si la Russie peut livrer impunément des armes avancées au Venezuela, où sont les limites? Le monde retient son souffle. Dans les eaux troubles des Caraïbes, entre navires de guerre américains et pétroliers escortés, entre systèmes anti-aériens russes et forces spéciales américaines, la possibilité d'un conflit majeur n'a jamais été aussi réelle. Et personne ne peut prédire comment cette crise se terminera.